Bonjour à tous, nous sommes donc là au deuxième épisode du Match du Kremlin. Donc, donc vous vous souvenez, hein, le Match du Kremlin, c'est un livre de Giuliano d'Ampoli, le Match du Kremlin, qui a donc été édité aux éditions Gallimard. Hein. Donc ça, c'est le format poche. Donc, je vous le remontre, hein, voilà, parce que vous avez peut-être oublié. Ensuite, au niveau historique, enfin, histoire courte, hein, je me suis reposé sur un livre de Gali Ackerman et Stéphane Courtois, le livre noir de Vladimir Poutine. Hein, c'est pareil, ça c'est aux éditions Perrin, et c'est la formule poche. Hein, voilà, donc tout ça est très accessible, hein, si on veut le lire dans son intégralité. Voilà. Donc j'ai fait un petit décor avec l'Ukraine, hein, parce que c'est d'actualité. Hein, donc la revue Histoire, à laquelle je suis abonné depuis fort longtemps, hein, donc a fait des grands sujets sur cette malheureuse guerre. Hein, donc, vous voyez, voilà. Et puis on m'a dit aussi que quelquefois je parlais de mon livre, mais en fin d'émission, et qu'il est plus utile de le faire en début. Donc je vais faire un petit coup. Mais la dernière fois, je n'en ai pas du tout parlé. Hein. Donc je vais vous relire la pochette de mon ouvrage. Ça, c'est le premier tome, hein, du Sabre de Damas, Dieu et le roi, hein, parce que ça se passe en milieu royaliste tout au début, dans la saga. Hein, donc ça, c'est le premier tome, c'est une saga qui en comprend 8, et donc j'en ai écrit quasiment 4. Là, ça c'est le premier, hein, Dieu et le roi. Donc Cornouailles, 18e siècle, jeune paysan du plus profond de la Basse-Bretagne. La Basse-Bretagne, c'est tout l'ouest de la Bretagne, c'est la partie celtique, hein, de la Bretagne. Corentin Larour, hein, Corentin pour Corentin en français, est fasciné par les contes et légendes de sa douce enfance. Quand il ne travaille pas à la ferme, ses pensées vont à la jolie aristocrate Louise de Kerguelen, hein, comme les îles, dont il est secrètement amoureux. Mais la paix qu'il a toujours connue prend brutalement fin. Une dispute entre un bourgeois et le père de Corentin les pousse, lui et sa famille, à l'exil. Ils pensent pouvoir prendre un nouveau départ sur l'île Saint-Nicolas, au Glénan, hein. Mais un terrible drame bouleverse leur vie. Pour se reconstruire, pas d'autre choix. Corentin et son père doivent à nouveau partir. De sombres événements les guettent alors, depuis le soulèvement de Fouesnant jusqu'à la terrible guerre de Vendée. Nouvelle langue, nouveaux prénoms, nouvelles rencontres. Le jeune breton doit-il mettre de côté ses origines et son passé pour trouver sa place au sein d'une France en pleine mutation. Fiction historique, captivante, dit l'éditeur, émaillé de grands noms. Le premier tome du Sabre de Damas nous conte avec justesse et émotion le parcours d'un adolescent forgé par les tragédies et les révolutions. Donc achetez ce livre, donc ça coûte 21,90 € en formule papier chez Librinova. Vous pouvez l'acheter à la Fnac, Amazon, Leclerc, enfin tous les supports possibles imaginables que vous pouvez trouver sur internet. Ça coûte 3 € et quelques, je crois que c'est 3,90 € en formule numérique, hein, donc c'est aussi très accessible en numérique, quoi. Voilà, pour ceux qui aiment le numérique. Voilà. Donc revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Donc pour ce qui est du livre noir, on va finir. Hein, je vous ai trouvé quelques passages. Page 318, donc ça reprend le fil que nous avions interrompu au premier épisode. Page 318, le gaz. Oui, le gaz dont l'Europe était accro, hein, avant 2022, avant février 2022. La chancelière Merkel et les défenseurs européens du partenariat énergétique argumentaient que celui-ci était sans danger car la Russie serait tout aussi dépendante de l'Europe, sa principale cliente. Logique. Beaucoup d'Occidentaux ne se rendaient pas compte à quel point pour Moscou les considérations économiques pèsent peu face aux ambitions géopolitiques. Et oui. En effet, le Kremlin se soucie comme d'une guigne de la pauvreté qui sévit dans les provinces russes, pourvu qu'il puisse satisfaire ses ambitions de puissance à travers le monde. RIA Novosti l'exprimait clairement. Remplir les caisses de l'État russe n'est qu'une des tâches assignées à Gazprom. La seconde tâche, non moins importante, est d'inculquer aux partenaires occidentaux cette évidence. Leur sécurité énergétique passe par un partenariat étroit avec la Russie. Fin 2021, l'état d'esprit des autorités russes
se reflétait dans les titres de la presse russe. L'Europe se prépare à geler. L'hiver prochain obligera les russophobes de l'Union européenne à venir en suppliant à Moscou. En 2023, l'Europe frigorifiée brûlera ses bibliothèques dans les cheminées. Jubilé Speranza. Non, c'est Spreza. C'est dur, hein, les consonnes slaves. Européens, les mains en l'air, rendez-vous. Vous êtes encerclés par les gazoducs. La résistance est inutile. Vous n'avez pas de ressources. Dans la captivité russe, vous aurez des appartements bien chauffés, l'électricité bon marché, une nourriture abordable et savoureuse, comme la Serbie. Sortez un de l'Union européenne. Cela fait 500 ans que ces buveurs de sang pillent toute la planète. Il est temps de leur présenter l'addition. Commentait un internaute russe, probablement un troll du Kremlin, après un article consacré à la menace de pénurie énergétique en Europe. Voilà, page 326, ils ne feront rien. Donc, hypothèse poutinesque. Page 326, ils ne feront rien. En attendant, la Russie se sentait en position de force et roulait les mécaniques. Tout le globe terrestre est sous notre contrôle, s'exclama Jirinovski après l'allocution de son président en mars 2018. Et le très officiel Piotr Akopov formula le grand projet auquel Poutine entendait consacrer son nouveau mandat. Nous avons fait une percée dans les développements et l'introduction de nouvelles armes. Nous sommes devenus les leaders incontestés en termes de puissance militaire. Cela signifie un tournant important dans l'ensemble de l'alignement des forces sur la scène mondiale. Par conséquent, on peut dire que la Russie peut désormais dicter ses conditions. Et nous voulons avant tout la transition vers un nouvel ordre mondial post-américain. Se complaisant dans son rôle de docteur Folamour, Poutine répète à l'envi qu'il n'a pas peur d'un conflit nucléaire et qu'il ne reculera pas devant l'escalade. Dans le film du grand propagandiste Vladimir Soloviev, consacré à Vladimir Poutine et intitulé L'Ordre mondial 2018, il déclara à propos d'une frappe nucléaire « Oui, pour l'humanité, ce sera une catastrophe globale, pour le monde. Ce sera une catastrophe globale. Mais quand même, en tant que citoyen russe et chef d'État russe, je pose la question. Avons-nous bien besoin d'un monde sans la Russie ?» Grigory Yavlinsky, le chef du Parti libéral, a rapporté une conversation avec le président russe peu après l'élection de mars 2018. Sa question, comprenez-vous que nous sommes proches de la guerre? Poutine répondit oui, et nous la gagnerons. En novembre 2018, dans le forum de Valdaï, le président russe prononça cette phrase, laissant effleurer le substrat eschatologique de sa pensée. En cas de guerre nucléaire, nous, en tant que victimes d'une agression, nous, en tant que martyrs, irons au paradis. Et eux, les ennemis de la Russie, mourront tout simplement parce qu'ils n'auront même pas le temps de se repentir. Poutine est persuadé que la Russie possède un avantage décisif face à l'Occident car elle est totalement désinhibée dans l'usage de la force. Ainsi, à l'en croire, la Russie aurait pu couler un destroyer britannique lors d'un incident au large des côtes de Crimée en juin 2021. Personne ne nous aurait rien fait, car eux, nos adversaires, ont peur de la guerre nucléaire. Voilà, ils ne feront rien. Voilà le raisonnement. Page 364, dénazifié. 364. 364, c'est ça. La politique menée par la Russie dans les territoires ukrainiens occupés se conforme rigoureusement à ce programme, lui-même copié de la politique stalinienne dans les pays occupés par l'armée rouge en 39-41, puis libérés, entre parenthèses, en 44-48. Les atrocités commises par les forces russes ne sont pas des bavures, mais au contraire la mise en œuvre d'une politique délibérée de rééducation du peuple ukrainien par la terreur et le dénuement. Nous retrouvons à l'état pur les pratiques bolcheviques. Ensauvagement par la guerre, terreur de masse, enlèvement et élimination systématique des élites politiques locales, déportation de masse en Russie, femmes et enfants compris, organisation de famine pour dresser la population
comme l'avaient fait les bolcheviks. En Ukraine, la Russie visa délibérément les infrastructures pour empêcher les exportations agricoles à l'été 22. Les agriculteurs étant dans l'incapacité de commercialiser leurs récoltes et avec des champs minés et inexploitables. En juin de cette année, les autorités ukrainiennes affirmèrent qu'environ 1 600 000 Ukrainiens avaient été réinstallés de force en Russie après filtration. 18 camps de filtration ont été identifiés de part et d'autre de la frontière ukraino-russe destinés à trier les Ukrainiens russifiables et ceux qui ne le sont pas. Les responsables russes disposent de listes reçues des collabos locaux, recensant les employés du bureau du procureur ukrainien, de la police, du ministère des situations d'urgence, de conseillers municipaux, de journalistes, d'activistes, de blogueurs, de manifestants, de femmes et de parents de vétérans de la guerre du Donbass, de Tatars de Crimée, de volontaires, bref, toutes les élites formant l'armature de l'État ukrainien. Quiconque affiche ses positions pro-ukrainiennes est incarcéré, souvent torturé et liquidé. Le FSB, qui travaille avec les agents de la propagande psychologique russe, écume les territoires occupés à la recherche de résistants potentiels. Les prisonniers sont soumis à des tortures variées, passage à tabac, tir à balles réelles près de la tête, étouffement à l'aide de masques à gaz, menaces de mort contre les proches. Les détenus, après avoir été arrosés d'eau, sont torturés à l'électricité sur les oreilles, les organes génitaux et l'anus. L'épouse d'un avocat de Kherson, enlevée par les Russes au mois de mars, témoigne. Une pince sur le sexe, l'autre sur un téton. Ils l'ont enlevé et ils l'ont rendu le lendemain. Les dents arrachées avec des pinces et une partie de la langue coupée, torturés à l'électricité. Les russifiables sont cooptés et déportés, et certains se retrouvent dans des régions isolées de l'extrême-orient russe. Les enfants ukrainiens enlevés par les forces russes sont souvent séparés de leur famille ou placés dans les orphelinats et destinés à une adoption en Russie. En outre, la Russie cherche à attirer des centaines d'enseignants russes dans les territoires occupés en quintuplant leur salaire afin qu'ils éradiquent la langue ukrainienne et endoctrinent les écoliers ukrainiens, notamment en leur imposant le culte de la grande guerre patriotique et d'autres mythes du monde russe. L'analogie est frappante avec la politique stalinienne de déportation de millions de personnes des régions annexées ou subjuguées, transportées vers la Sibérie et l'Asie centrale, tandis que des Russes étaient envoyés pour peupler les régions occupées. Eh oui. Alors, donc page 376, liberté de presse. 376. La liberté de la presse avait pourtant été l'une des conquêtes les plus spectaculaires de la perestroïka, et une nouvelle génération de journalistes était alors apparue étonnamment compétente. Ils traversèrent les années 90 marquées par une crise économique et sociale violente, mais aussi par une liberté d'expression jamais connue. Ils révélèrent bien des scandales, même s'ils furent parfois instrumentalisés pour des règlements de comptes personnels. À la fin des années 90, les médias russes étaient vivants, nombreux, et ils défendaient des intérêts divers, y compris ceux des oligarques auxquels certains appartenaient. Vladimir Poutine entreprit dès 2000, à son élection, dès 2000, de reprendre le contrôle de ce secteur, tout en affirmant être profondément convaincu que le pays n'aurait pas le moindre avenir si les libertés civiques et la presse y étaient réduites. Eh bien, dis donc. 4 jours après sa prise de fonction, le président, plusieurs établissements de médias Most, principal groupe privé des médias, furent perquisitionnés par des hommes masqués. Média Most possédait la chaîne de télévision NTV, célèbre pour son audace éditoriale. Elle appartenait à l'oligarque Vladimir Goussenki, qui avait fait campagne pour des adversaires de Poutine. Or, histoire presque typique de la Russie de l'époque, la chaîne était vulnérable parce qu'elle bénéficiait d'argent versé par Gazprom, géant du gaz et bras armé du Kremlin, versements qui, selon les uns, étaient des prêts à rembourser et selon les autres, des pots de vin, récompensant l'aide apportée à la réélection d'Eltsine en 1996. Goussenki fut arrêté le 13 juin 2000 et accusé de détournement de fonds. 17 personnalités politiques et économiques, dont Anatoly Chubais et Vladimir Potanin, prirent publiquement sa défense.
Un précédent a été créé, il s'agit d'un acte de justice sommaire du pouvoir contre l'opposition. Il peut se répéter et bientôt nous risquons tous de nous retrouver inscrits parmi les opposants. Gusenki fut libéré 3 jours plus tard après avoir accepté de vendre NTV à Gazprom. Puis il se réfugia en Espagne, d'où il dénonça l'accord signé sous la menace. Gazprom porta alors plainte contre Mediamost et exigea des actions en échange des crédits accordés, tandis que le fisc russe demandait la liquidation de Mediamost. 10 000 personnes, dont Gorbatchev, manifestèrent pour sauver NTV en vain. Gazprom prit le contrôle de Mediamost en avril 2001. Prise de pouvoir de la presse. Alors, page 380, 35 000 assassinats. Page 380. Enfin, alors que la presse était longtemps restée plus libre que la télévision, le pouvoir fut aussi racheter des journaux par ses proches, tandis que des cadres de Russie, unis le parti du pouvoir, furent nommés à des postes clés dans des publications qu'ils étaient chargés de surveiller. Les médias qui se risquèrent à critiquer le Kremlin furent donc de moins en moins nombreux et peu influents à l'échelle du pays. Et les journalistes s'auto-censurèrent de plus en plus, comme à l'époque soviétique. Ils avaient des raisons d'avoir peur. De nombreux journalistes et opposants politiques ayant été assassinés et étant décédés dans des circonstances énigmatiques. Certes, c'était déjà le cas dans les années 90, mais les agressions se multiplièrent. Igor Domnikov, le journaliste de Novaya Gazeta, fut tué à coups de marteau en 2000 par des tueurs à gages. Sergei Lutchenko, homme politique qui décrivait le régime poutinien comme un régime policier bureaucratique, fut abattu le 17 avril 2003. Le 3 avril 2003, Yuri, alors là c'est dur à dire, Tchekovchikin, qui inquiétait sur de très nombreux sujets ultra sensibles, décéda à l'hôpital, empoisonné par quelque chose du genre du Novichok, dit son ami et collègue Dmitri Muratov. Paul Klemnikov, éditeur de Forbes Russia et auteur d'une biographie de Berezovsky, fut exécuté dans la rue en juillet 2004. Anna Polikovskaya, qui écrivait pour la Novaya Gazeta sur la guerre de Tchétchénie, fut victime d'une tentative d'empoisonnement en 2004, puis fut assassinée dans son immeuble le 7 octobre 2006. L'une de ses amies et collaboratrices, Natalia Estemirova, fut tuée dans le Caucase en juillet 2009. Ayant affirmé que le FSB avait organisé les attentats de 1999, Alexandre Litvinenko fut empoisonné au polonium 3 semaines après la mort de Polikovskaya et mourut dans un hôpital de Londres. Ces cas ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Ainsi, Le Monde nota en 2007 qu'il y avait eu, en 6 ans, 35 000 assassinats commandités non élucidés en Russie. Oui, ça ressemble au stalinisme, quand même. Très nettement. Alors, page 394, Lénine. Dans ce pays en naufrage, qu'est la Russie depuis l'annexion de la Crimée, une institution subsistait, Mémorial, association créée par des dissidents soviétiques dont Andrei Sakharov et autorisée par Mikhail Gorbatchev en 1989. Il se donna 2 missions: étudier les répressions soviétiques et défendre les droits humains en Russie, et ne manqua pas d'aborder des questions sensibles, redevenues dangereuses sous Poutine. Car c'est aussi parce que la société russe connaît fort mal son histoire entre 17 et 53 qu'elle répète certaines atrocités ou, moins, admet leur répétition en Tchétchénie, en Syrie et aujourd'hui en Ukraine. Et tant que Lénine aura des statues dans presque chaque ville de Russie, ce pays ne pourra pas, voire ne souhaitera pas, être une démocratie et un état de droit. Tout simplement parce qu'il restera acquis dans les consciences que la vie d'un être humain ne vaut rien. Envers et malgré tout, Mémorial poursuivit son travail, quoique contrainte par la justice de s'enregistrer comme agent d'étranger, ce que l'association n'était pas, et d'apposer cette mention mensongère sur ses publications
et en ayant à se soumettre à d'innombrables tracasseries bureaucratiques. À la fin de 2021, Memorial International fut liquidé, c'est le terme officiel, par une justice aux ordres du Kremlin. Et le 24 février 22, Vladimir Poutine donna l'ordre d'attaquer l'Ukraine, provoquant le départ précipité de tous ceux qui, en Russie, comprirent qu'un tournant dramatique et irrésistible venait d'être pris. Cette guerre démontrait ce que le dissident Andrei Sakharov avait affirmé sans relâche. La sécurité dans le monde est liée au respect des droits humains dans chaque pays. Alors, page 412, Staline. 412. D'accord. Cependant, ce récit triomphaliste rencontra plusieurs obstacles historiques de taille. Le premier fut d'ordre politique. En effet, le chef qui avait mené l'URSS à la victoire était le maréchal Staline, qui depuis 89-90 apparaissait aux yeux de l'opinion comme un dictateur sanguinaire, responsable de la mort de millions de citoyens innocents lors de la Grande Famine provoquée par la collectivisation des terres. De 31 à 33, 4 millions de morts en Ukraine, 1,5 million au Kazakhstan. De la Grande Terreur de 37 à 38, 700 000 assassinés d'une balle dans la tête. Ou encore la déportation de peuples entiers en 1944. 550 000 Tchétchènes et Ingouches, 240 000 Tatars de Crimée, etc. Sans compter toutes les victimes expédiées au goulag et qui y périrent. Il était donc urgent de modifier cette image, de glorifier en Staline le grand manager qui, grâce à un État fort, avait mené l'armée rouge à la victoire, rétabli la Russie dans un espace élargi et fait de l'URSS la deuxième superpuissance mondiale détentrice de l'arme nucléaire. En 2007, un nouveau manuel d'histoire pour les écoles et les lycées et les universités affirma que la répression de masse et la terreur étaient des méthodes rationnelles et pratiques de gestion politique afin d'assurer la stabilité sociale et économique, afin d'industrialiser et moderniser le pays. Magnifique. Conformément à l'esprit poutinien, les auteurs livrent une vision réconciliée de l'histoire nationale en traitant les forces opposées, voire les bourreaux et les victimes, de la même façon. Tous étaient des Russes agissant pour le bien de la Grande Russie. Et très logiquement, cette orientation aboutit à la réhabilitation du tsar Ivan le Terrible, dont un premier monument commémoratif fut inauguré en 2016, avec ce commentaire sur le site russe de la revue militaire en octobre 2016. Ivan le Terrible fut un grand humaniste. Orwell toujours. Voilà, un monde parfait. Hein. Et toujours au nom d'une vision géopolitique de l'histoire, ce qui explique qu'en 2010, Staline restait pour 38% des Russes la première personnalité de l'histoire mondiale devant Poutine et Pouchkine. Ce qui conduisit en janvier 2018 le ministre russe de la Culture à interdire le film du réalisateur britannique Armando Iannucci, La mort de Staline, satire hilarante du petit monde du Politburo face à la disparition du Vojtch, mais qui rendait bien compte de la cruauté, de la volonté de toute puissance et de la médiocrité de ces chefs totalitaires. Médiocrité. Page 422, celui qui ne regrette pas. Ah oui, c'est magnifique ça. Page 422. Celui qui ne regrette pas la destruction de l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la destruction à l'identique, la reconstruction à l'identique, n'a pas de tête. À l'identique, certes, mais rien n'interdit de la reconstruire différemment. Or, ce souvenir écran est lui-même ruiné par l'existence de l'alliance Hitler-Staline, qui créa de 1939 à 1945 un gigantesque espace étendu de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, où dominaient les deux régimes totalitaires, tantôt alliés, tantôt en guerre, et où toute pensée, toute pratique démocratique était pourchassée. La Russie refuse donc de prendre acte des énormes traumatismes qui secouèrent les nations victimes de la complicité des deux dictateurs, des cicatrices profondes
qui laissèrent la première occupation soviétique de 39-41, puis la seconde après 1944, et qui continuent d'alimenter d'importants contentions mémoriels, politiques et même territoriaux. Face à ce passé qui ne passe pas en Russie, l'alliance soviéto-nazie demeure le point aveugle de la mémoire européenne. Presque 2 ans, hein. L'entrée dans l'Union européenne de la plupart des ex-démocraties populaires et des États baltes en a certes liquidé les séquelles, les frontières de ces États étant aujourd'hui garanties par leur appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN, même si la Russie ne cesse de les harceler, par exemple, par des attaques de hackers sur leur système informatique. Mais en annexant la Crimée, en occupant le Donbass et en agressant toute l'Ukraine, la Russie a franchi le Rubicon et rouvert d'un coup toutes les cicatrices datant de l'alliance Hitler-Staline. En conséquence, les mémoires collectives européennes sont loin d'être réunifiées et sont même souvent en conflit ouvert. L'Europe étant confrontée à la persistance de 3 mémoires du communisme bien distinctes, en particulier à propos de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe centrale et orientale et surtout l'ex-République soviétique balte et l'Ukraine occidentale conservent une mémoire tragique du communisme, tout comme l'Ukraine orientale traumatisée par la grande famine de 1932-1933. A l'inverse, l'Europe occidentale, grâce à la protection américaine, a vécu dans la paix civile et la prospérité après 1945 et entretient une mémoire glorieuse du communisme qui repose sur l'essentiel sur la mémoire de ce que François Furet a nommé le charme universel d'octobre, le rêve de tous les révolutionnaires de la prise du Palais d'Hiver, de l'antifascisme des années 30, Front populaire, guerre d'Espagne, etc., et de l'engagement actif des communistes dans la résistance à l'occupation nazie ou fasciste à partir du 22 juin 1941. Une puissante propagande communiste a contribué pendant un demi-siècle à mettre en place une hypermnésie de l'antifascisme et une amnésie de l'alliance soviéto-nazie. Quant à la Russie, elle est prise dans une mémoire schizophrénique, à la fois tragique et glorieuse. D'un côté, les traces mémorielles de la terreur des famines du Goulag, de la guerre et de la dictature touchent d'innombrables familles. De l'autre, le pouvoir poutinien s'emploie à reconstruire une identité russe sur la seule mémoire de la grande guerre patriotique et de la victoire de 1945, en occultant tout le reste. Cette bataille mémorielle touche jusqu'aux institutions européennes les plus inconnues. Ainsi, en mars 2005, l'eurodéputé polonais, alors c'est un nom, Zbigniew Zaleski, demanda que le Parlement européen observe une minute de silence en l'honneur des victimes du massacre de Katyn, ce qui fut refusé. Le 21 janvier 2006, l'eurodéputé suédois Goran Lindblad, après un long travail préparatoire, soumet à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe la résolution numéro 1481 proposant la condamnation uniquement morale des crimes du régime communiste comme cela avait été le cas pour les horribles crimes commis au nom du national-socialisme. Il a été confronté à une violente campagne des communistes où s'est distingué le député russe Gennady Zyuganov, chef du Parti communiste de la Fédération de Russie et hérité de Lénine, Staline et Brejnev, mais aussi du Parti communiste français. Au finalement, on pourrait dire en français, la résolution ne fut approuvée que par 99 députés, 42 ayant voté contre et 12 s'étant courageusement abstenus. Eh oui, la culture communiste du XXe siècle. Alors, page 229, 1% possède 74,5% des richesses. 429. C'est la dictature du capitalisme dans la patrie du communisme. Alors, la Russie, où le revenu médian par adulte est inférieur à 1 000 $ par an, est l'un des pays les plus inégalitaires du monde, loin devant les États-Unis ou la Chine. Un rapport du Crédit Suisse établi en 2013, et cela n'a pas dû changer beaucoup depuis, que 35% de la richesse du pays appartient à 110 personnes. Un autre montra en 2017 que 1% de la population
concentrait 74,5% des richesses nationales. Des privilégiés, ce sont ces oligarques qui ont acheté des yachts et des palais sur la côte d'Azur et en Toscane, qui disposent souvent de plusieurs passeports et envoyaient leurs familles étudier à Harvard ou à Oxford, mais qui, sanctionnés depuis l'attaque militaire russe contre l'Ukraine, doivent aujourd'hui reconsidérer leur mode de vie. Définir ce terme d'oligarque, couramment employé dans le contexte russe depuis 1996, n'est pas si facile, mais quelques dates sont déterminantes dans l'histoire de ce groupe social. 95-97, période des prêts pour actions, une opération qui a permis à des Russes déjà très riches de rejoindre la liste Forbes des premières fortunes du monde. 2003, date de l'arrestation de Mikhail Khodorkovsky, l'homme le plus riche de Russie, qui passa 10 ans en détention. Entre ces deux dates, Vladimir Poutine est devenu le président de la Fédération de Russie et certains des tchéquistes qui s'enregistrent avec lui et comme lui depuis 10 ans sont devenus les nouveaux oligarques. Ce terme flou dans le contexte russe permet d'évoquer une situation très différente de celui des milliardaires européens ou américains. D'abord, ces enrichissements massifs et très rapides ne se comprennent que dans le cadre des transformations qui ont bouleversé l'économie russe depuis la fin des années 80. En outre, ils sont dus pour l'essentiel non tant au travail ou une inventivité particulière qu'à des liens privilégiés avec le pouvoir suprême qui a attribué ces richesses ou permis à ses proches de s'en emparer et surtout qui les autorise à les conserver. Par ailleurs, la propriété est individuelle et collective et le bénéficiaire réel d'un bien peut être dissimulé par des sociétés écrans, des directeurs paravents et d'innombrables séances. Enfin, ce qui compte n'est pas tant de posséder que de contrôler, ce qui implique le pouvoir de servir. Des présidents d'entreprises publiques sont richissimes, bien au-delà de leur salaire annoncé. Dès lors, l'importance du pouvoir est renforcée. C'est lui qui décide qui est autorisé à jouir des biens concernés. Les règles Poniata sont claires pour tous et sont dès lors acceptées à la fois la discrétion qui entoure ces pratiques et l'extrême violence qu'elles génèrent. Alors, donc, page 443, ancien du KGB. Ancien du KGB, d'accord. Né en juin 1948, Vladimir Yakounine aussi est un ancien du KGB. Il a reconnu avoir travaillé 22 ans dans les services secrets et avoir exercé de 1985 à 1991 à la représentation soviétique de l'ONU. En réalité, il aurait alors été le résident, le numéro 1 du KGB à New York. Il est désormais l'un des représentants les plus flamboyants du clan des tchéquistes orthodoxes, actionnaire de la banque Rossaya et membre du collectif Ozero. Déjà très proche de Vladimir Poutine dans les années 90, il le suivit à Moscou et travailla dans l'administration présidentielle, devint vice-ministre des Transports, puis vice-président des chemins de fer. Et en juin 2005, président de cette entreprise, dont les revenus représentent presque 2% du PIB national. Il demeura à ce poste 10 ans et fut l'un des hommes les plus riches du pays. Alexei Navalny a ainsi assuré que, grâce à la corruption et les détournements, Yakounine et les siens possédaient un immense empire économique enregistré dans des compagnies offshore du monde entier. Le tchéquiste orthodoxe aurait chez lui une chambre de prière en or et un gigantesque entrepôt de fourrure devenu légendaire. L'un de ses deux fils a acheté à Londres une maison de 4,5 millions de livres et aurait obtenu la nationalité britannique. C'est un certain schéma de réussite typique des années Poutine. L'officier du KGB qui devient richissime grâce à ses bonnes relations avec le pouvoir et clame son patriotisme alors qu'un de ses enfants au moins a pris une nationalité occidentale. En 2010, Nicolas Sarkozy a décoré Vladimir Yakounine de la Légion d'honneur. Sergueï Tchemessov est un autre ancien officier du KGB devenu homme d'affaires. Il travailla en RDA avec Vladimir Poutine, qui l'aurait ensuite protégé.
Il fut ainsi affecté de 96 à 99 à l'administration présidentielle avant d'être nommé à la direction de Rosso Nexport, une entreprise étatique s'occupant de l'exportation de produits militaires. Puis il fut propulsé directeur général de la holding d'État Rostec, qui regroupe plus de 700 organisations et fabrique et exporte des produits de haute technologie à usage civil et militaire. Chemezov est donc au cœur des ventes russes d'armement et sa fortune en 2013 était estimée à 500 millions de dollars. C'est peu pour un oligarque, mais beaucoup pour le dirigeant d'une structure étatique. Nicolas Sarkozy l'a décoré lui aussi de la Légion d'honneur en 2010, et ce qui se dessine à travers ses parcours, dont chacun pourrait être le sujet d'un passionnant polar financier, ce sont à la fois les richesses fabuleuses accumulées par ces hommes en quelques années et les liens qu'ils ont établis avec certains dirigeants occidentaux fascinés. Alors, page 447, l'homme le plus riche du monde. 447. L'homme le plus riche du monde. Sous Helsinki, les oligarques étaient censés aider à mettre sur pied une économie de marché permanente. Sous Poutine, l'État a cherché avant tout à contrôler l'économie afin que le président et ses proches en récupèrent les bénéfices à titre individuel et collectif. D'après l'homme d'affaires Bill Browder, Poutine a ainsi exigé, après la condamnation de Khodorkovsky, que chaque oligarque lui verse une partie de ses bénéfices, à lui personnellement et non au gouvernement, et il est ainsi devenu l'homme le plus riche du monde. Les propos de Browder ont été au moins en partie confirmés par une enquête publiée en 2022 par le consortium de journalistes d'investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project, voilà, avec le média russophone indépendant Medusa. Poutine serait bien l'un des hommes les plus riches au monde. Les oligarques lui servent toutefois de prête-nom, à commencer par l'ami d'enfance Arkady Rotenberg, qui a revendiqué être le propriétaire du palais construit au bord de la mer Noire pour $1 milliard. En réalité, ce palais, auquel Alexei Navalny avait consacré son dernier film, semble avoir été financé par Lokchak, constitué depuis plusieurs années. Les milliardaires russes actuels ne peuvent donc pas voir, ne souhaitent pas jouer le rôle de contre-pouvoir, ce qui était envers et malgré tout à la fin des années 90, donc avant Poutine. L'année 22 a toutefois mis un frein, au moins en théorie, à la prospérité de ces oligarques. Une quarantaine d'entre eux, parfois avec leur famille, ont été frappés par des sanctions. Leurs comptes et leurs propriétés immobilières en Occident sont gelés et leurs visas pour l'Europe annulés. Mais les oligarques ont souvent plusieurs nationalités et passeports. Ils ont alors, et c'est symptomatique, déposé au moins 18 plaintes à la Cour européenne des droits de l'homme contre ces sanctions. Et la rumeur court que Poutine leur a donné pour instruction de fatiguer les institutions européennes. Les plaignants veulent néanmoins bénéficier des règles d'état de droit alors qu'ils n'ont rien fait et ne font rien pour construire en Russie un État où tous seraient protégés par la loi. Et c'est armé d'avocats, de juristes et de fiscalistes occidentaux grassement rémunérés qu'ils entendent défendre à la fois leurs biens et ce qu'ils considèrent être leur droit de résider dans l'Union européenne, d'y élever leurs enfants, mais aussi d'y attaquer ceux qui souhaitent éclaircir leur parcours, leur enrichissement et leur bien avec le Kremlin. En revanche, ils n'ont pour l'instant rien entrepris de concret pour arrêter la guerre en Ukraine. Alors, page 497. Échec, entre parenthèses, et maths, point d'interrogation. Page 497. 92, j'ai des bêtises. 492. 92, 93. D'accord. Alors, Vladimir Poutine s'est auto-intoxiqué de ces trois délires
qui l'ont conduit à des fautes politiques irréparables. À aucun moment le grand chef et ses acolytes, la bande poutinienne formée à Saint-Pétersbourg entre 91 et 87 et au pouvoir depuis 2000, n'ont imaginé la résistance armée et de masse du peuple ukrainien, ni la réponse unitaire de l'Union européenne, ni le vote massif de l'Assemblée de l'ONU contre la Russie, ni enfin la puissance des sanctions auxquelles celle-ci allait s'exposer. De manière analogue, Hitler n'avait pas imaginé en septembre 1939 que la France et l'Angleterre entreraient en guerre pour la Pologne, ni même l'intervention des États-Unis fatale à l'Allemagne qui en a payé le prix fort pendant des décennies. La haine idéologique congénitale de Poutine envers la démocratie va aujourd'hui coûter très cher à l'image de la puissance de la Russie tout au long du XXIe siècle. Marcel Proust l'avait bien compris. Les faits ne répètent pas dans le monde où vivent nos croyances. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Voilà, plutôt. Dans les quelques jours qui ont suivi ce fatidique 24 février 22, Vladimir Poutine a réussi l'exploit d'atteindre l'exact contraire de tous ses objectifs. Il voulait prendre Kiev en quelques jours et s'emparer de toute l'Ukraine en quelques semaines. Échec. Il voulait montrer que le président ukrainien Zelensky était un clown et son gouvernement un ramassis de fantoches, dégénérés et nazis. Échec. Il affirmait que l'Ukraine n'existait pas comme État et que les peuples frères russes et ukrainiens appartenaient au même monde russe. Échec. Il pensait que l'Union européenne, prise en otage avec le gaz russe, ne réagirait pas et se déchirerait. Échec. Il estimait, comme d'autres en Occident, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Échec. Il voulait à tout prix écarter les États-Unis de la scène européenne. Plus ou moins échec. Comment une puissance mondiale peut-elle encore être menée par un chef aussi incompétent et de surcroît arrogant et mégalomane? Décidément, après 1560 et la mise en servage de la paysannerie par Ivan le Terrible, après 1825 et la répression des décembristes par Nicolas Ier, après le coup de force bolchevique du 7 novembre 1917, force est de constater que le malheur russe est de retour, provoquant de grands désastres chez les Russes, chez leurs voisins proches et dans le monde entier. La Russie court, bel et bien, à l'abîme. Page 515, les ténèbres. Les ténèbres. Intégrer Poutine dans un processus de conciliation pragmatique des intérêts et éviter ainsi le pire est resté l'objectif de la réelle politique de Merkel, même après la première année de rupture en 2008. Lors du sommet de l'OTAN à Bucarest, alors que les États-Unis sous George Bush et son Freedom Agenda dévastateur faisaient pression sur une adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy l'ont stoppé par ce compromis fatal sur l'adhésion de ces pays dans l'avenir, qui n'a fait que confirmer le récit de Poutine. Peu après, il a envahi la Géorgie. Mais à Berlin, on était aussi sensible à la situation politique intérieure difficile en Géorgie et surtout en Ukraine, même au-delà des campagnes de désinformation russes. Problème de gouvernance, corruption rampante, influence massive des oligarques sur les médias et la politique. En juin 22, Merkel a défendu sa position. Elle voulait évidemment le pire pour l'Ukraine. Elle voulait éviter le pire pour l'Ukraine. Poutine a été très clair sur le fait qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN équivaudrait pour lui une déclaration de guerre, qu'il considère tout l'Occident comme son ennemi, qu'il trouve qu'il a été humilié en permanence. Tout cela, je ne le partage pas du tout. Mais je sais qu'il le pensait et qu'il le voyait exactement comme ça, dit Merkel. La méfiance croissante des États baltes, de l'Ukraine et de la Pologne a été acceptée à Berlin, ainsi que la division croissante entre Européens. Pendant 30 ans, un ton paternaliste a prévalu, critiqué à l'automne 22 l'ancien ministre polonais de la Défense, puis des Affaires étrangères, Radosław Sikorski.
à l'encontre des gouvernants allemands. Vous ne considérez pas la Russie comme une menace. Votre politique vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie a prouvé que vous ne tenez pas compte de nos préoccupations. Votre politique a échoué. Nous n'avons aucune raison de faire confiance à votre jugement. Il en est allé de même avec la négociation de Minsk pour un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Merkel a négocié personnellement avec Poutine. Le processus de Minsk s'est terminé par le néant politique. Au final, finalement, on dit en français, ni le gouvernement de Kiev ni celui de Moscou n'étaient sérieusement intéressés par sa mise en œuvre. Et pourtant, ou justement pour cette raison, le gouvernement allemand, le ministre de l'économie, Sigmar Gabriel, le ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier et la chancelière fédérale a soutenu le projet de gazoduc Nord Stream 2. En 1922, encore, les parties prenantes ont déclaré qu'il s'agissait de la dernière ancre, ou au choix de la dernière amarre, ou encore du dernier pont. Jusqu'au bout, on a misé sur la rationalité de Poutine. Mais son analyse coût-bénéfice était différente depuis longtemps. Il ne recule pas devant les coûts, et devant les sacrifices non plus. Enfin, en tout cas de ses soldats. Peu avant l'invasion, il se serait encore vanté d'avoir acheté l'Occident. Adaptant sa tactique, il a misé en 1922 sur un hiver froid, une crise des prix de l'énergie et l'inflation, la récession et la perte de prospérité, la capacité des populistes à diviser la société. L'Allemagne a longtemps suivi Poutine sur son Sonderweg vers un nouvel ordre mondial d'une alliance d'autocrates bien trop longtemps. C'était pourtant s'avancer sur le chemin des ténèbres, ces ténèbres à lui. Voilà, donc c'est le livre d'histoire qui nous donne la base pour aborder la semaine prochaine le match du Kremlin. Donc on commentera, on lira des passages de ce livre. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.